Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, j'espère que vous avez passé de belles fêtes. Pour ce premier épisode de 2018, je vous propose de tenter un truc. J'ai passé 1 heure de notre journée de Noël en famille en tête-à-tête avec mon père. Oui, mon daron. Ensemble, on est revenu sur 40 années, c'est que je me fais plus tout jeune moi. 40 années de paternité donc, et même plus puisqu'on évoque tout comme avec Manu dans l'épisode 7, les 4 années qu'ils ont passées avec ma mère à tenter de m'avoir. On discute aussi de son rôle, justement à ma mère, de notre éducation, de sa place à lui en tant que père, pas mal occupé au boulot. Et puis la cerise sur le gâteau, plus récemment de son rôle de grand-père maintenant qu'il a 5 petits-enfants. Enfin, on discute ensemble de mon grand-père, qui est mort quelques mois avant ma naissance, et de cette sensibilité qui est arrivée tardivement chez lui. Ou du moins que peut-être il s'autorise plus facilement à montrer l'âge avançant. J'espère que cet épisode un peu spécial vous parlera, et je vous donne rendez-vous à la fin de cet entretien. Alors on va faire un épisode un peu spécial aujourd'hui, parce qu'on est avec mon daron, un daron un peu spécial, c'est mon père, voilà. Tout à fait. Mon père qui s'appelle Bernard, t'as 70 ans. Tout à fait, tout récemment. Tout récemment, on a 30 ans d'écart. Tous les deux. Et alors, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit dans les commentaires d'Histoire de Daron qu'ils auraient bien aimé avoir cette discussion-là avec leur père. Et je me suis dit, ça serait marrant qu'on fasse ça tous les deux. Alors, c'est Noël, en fait, c'est le jour de Noël. Donc, il y a peut-être les enfants qui sont en train de jouer à côté, peut-être que vous les entendrez, enfin bon, voilà. Et on prend une petite heure, en fait, pour discuter de ton propre parcours, en fait, de paternité. Et alors, t'es hyper stressé. Bah quand même. Pourquoi t'es stressé ? Bah écoute, je viens de regarder ton dernier interview là, et je me suis rendu compte qu'avec 40 années d'écart, t'as interviewé quelqu'un qui a pu avoir les mêmes problèmes que j'ai eu dans ma jeunesse, avant de t'avoir. Et je me suis dit, c'est pas possible, ça quand même 40 ans. 40 ans se sont passés et c'est extraordinaire, quoi, parce que ce qu'il a vécu, ce monsieur... Manu, donc. Ouais. Bah, j'ai vécu exactement les mêmes choses et puis c'était stressant, quoi. Et ce qu'il a ressenti, quand je l'ai écouté aujourd'hui, j'ai l'impression que ça me ramène 40 ans en arrière avant ta naissance. Hein Et alors, t'as préparé des notes? Mais non, parce que... T'es hyper scolaire. Mais non, mais je me suis dit, il était tellement doué, ce monsieur qui est passé avant moi. Je me suis dit, mais il va poser quoi comme question, mon propre fils? Je me suis dit, il faut que je note, parce que ça fait des années, ça se passe, et puis les souvenirs, faut qu'on les note, parce que même j'en ai parlé à ta mère, je dis, tu te souviens de ça? On se souvient de ceci, cela. Vous êtes toujours mariés, en fait, avec, toujours ensemble, oui. Avec ma mère. Bah, bientôt 47 ans de mariage, oui, tout à fait, ouais. Vous vous êtes rencontrés quand vous étiez très jeune. Très jeune, c'est-à-dire que je suis rentré dans ma société, je devais avoir près de 17-18 ans, en octobre 65, et ta mère est rentrée quelques mois après comme sténodactylo, et son père travaillait comme directeur commercial chez la boîte où je travaillais. Ouais. Et c'était une usine textile à Roubaix, tout à fait, c'est ça? à Roubaix, oui, et j'ai fait toute ma carrière dans cette entreprise. Et avec pas mal de... Il y a eu plein de changements entre-temps. De changements, de fusions, de rachats de sociétés. Puis j'ai fait une petite carrière, puis j'ai monté de petit employé comptabilité jusqu'au chef comptable, jusqu'à la fin de la boîte, quoi. Et puis c'est là que j'ai rencontré ta maman. Mais vous aviez quel âge alors? Ah ben moi j'avais... Bon, je l'ai connue un peu avant que je m'en aille à l'armée. Bon, je me suis pas déclaré. Il fallait que je m'en aille à l'armée, donc j'ai passé mon service militaire, et quand je suis revenu, il y a eu un petit truc qui a fait que, ça n'a pas été facile, puisque vis-à-vis de mes beaux-parents, c'était quand même pas évident, parce que, comment expliquer, Non, pas couper, on ne va pas couper ça du tout. Non, mais votre histoire n'a pas été facile. Alors, non, pas facile. C'est pas drôle par rapport aux autres interviews que je fais, parce que je connais déjà quelques trucs. Bah, mais j'espère apprendre des trucs, en fait. Ouais, mais tes beaux-parents, en fait, s'opposaient plus ou moins à votre relation avec maman à l'époque, quoi. Au départ, tout à fait, oui. Puis, alors que de mon côté, il n'y avait aucun souci. J'avais aucun problème avec mes parents. J'ai fini l'armée. Tu sais à cause de quoi c'est? J'ai jamais su. Je suppose que s'ils avaient demandé au curé de la paroisse s'il connaissait ma belle famille, on aurait dû se dire non, on ne connaît pas, ça a peut-être joué, j'en sais rien.
Mais toujours est-il que, bon, on a tenu tête et puis on s'est mariés. Hein, et ça n'a pas été Tu évident. venais d'une famille, toi, qui n'était pas vraiment axée religion, on va dire. Hein. Pas trop, non, mais pas contre quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, famille ouverte, mais je ne saurais pas trop expliquer ce qui s'est passé. Ton père Et était j'ai ouvrier. jamais su. Ton père était ouvrier. Ouvrier, oui, Ouais. oui, tout à fait. Et puis, à l'époque, moi j'étais gamin, et puis je voyais mon père qui partait travailler avec. Il partait travailler avec sa mobilette, il faisait équipe de nuit. Des fois, on venait le chercher le dimanche, pas quand il y avait des problèmes de. Et puis tout ça, ça fait que. Bah, toi, quand tu vis ça toute ta jeunesse, après, bah, tu sais ce que c'est de travailler, et puis ça te donne envie de toujours être, de vouloir aller de l'avant et de bosser, quoi. Je veux dire que j'ai été élevé comme ça, quoi. Et puis quand j'ai rencontré ta mère, bah alors là, il fallait un beau jour que. Donc vous êtes marié à quel âge en fait? Moi j'avais 23 et puis ta mère elle avait 21. La première chose qu'on voulait c'est de dire on va profiter un peu de la jeunesse qu'on n'a pas eue à deux, quoi. Les premières années c'était on sort, on va aller en boîte, on voit des amis, jusqu'au jour où on s'est dit bon maintenant il faudrait peut-être quand même qu'on pense à. C'était un projet commun d'avoir des enfants. Ouais. Hein. Et t'avais toujours voulu des enfants, toi? Ah oui, oui, tout à fait. À l'époque, c'était ça. D'abord, on fait partie des couples qui se sont mariés à cette époque-là, à avoir des enfants assez tard quand même, parce que moi je t'ai eu, j'avais 30 ans, ta mère 28. Dans nos amis, c'était non, c'était très tard déjà, parce que tout le monde avait des enfants au bout d'un an de mariage. Vous êtes resté combien de temps alors avant Eh ben, de mettre en route le projet? on s'est marié en 71 et t'es né en 77. Hein. Donc c'était très long. Pour nous, ça commençait à devenir pénible. Et donc on était suivi par un gynécologue à l'époque, très calme, qui disait mais il ne faut pas vous faire de soucis, il n'y a pas de problème, ça risque pas. Non, on ne peut pas parler de fertilité au bout de 4 ans, mais bon, ça va venir, mais bon. Et les années passent. Et puis, dans la famille, il y a des naissances. Si je prends le cas du frère de Christine qui s'est marié 6 mois avant nous, il nous a annoncé la 3e naissance, que nous, toujours rien. Et puis après, c'est arrivé dans ma famille, moi aussi, des naissances. Et puis nous, pas de problème, toujours pas de naissance, toujours rien qui venait. On est arrivé à un moment donné d'envisager l'adoption. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. On s'est dit, c'est pas possible. Alors bien que le gynécologue nous disait, mais non, vous savez, ça risque pas, mais ça ne fait que 4 ans. On passait par des examens. Ta mère, des examens pour un suivi d'ovulation. Moi, c'était pareil. Donc, prélèvement pour voir au niveau spermatozoïde s'il n'y avait pas de soucis. Et puis, ça dure. Et puis, tu te dis, mais c'est pas possible, on n'arrivera jamais au bout. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de PMA. Non, pas du tout. Il y avait pas de PMA, il n'y avait pas non plus d'échographie, il y avait rien de quoi que ce soit. Donc on ne savait pas où on allait. Sinon, notre gynécologue, que je trouve encore admirable, qui nous disait, mais non, vous inquiétez pas, vous allez voir. Et une fois que vous aurez le premier, ça va. Ouais. Oui. Tu dis, raconte. Et puis après, derrière, faut déjà avoir le premier, quoi. Ouais. Et puis après, donc, on a eu des petits problèmes de soucis chez mes parents. Ma mère a eu un petit accident et mon père était assez malade quand même. Donc on est parti habiter chez eux le week-end. Et j'ai mon plus jeune frère qui allait là la semaine et nous on se remplaçait. Donc des choses qui font en sorte que on finissait par penser à autre chose que la naissance du premier. Il y a eu l'achat de la maison à Neuville. Et puis là, donc, ta mère qui était suivie par un tas de problèmes qui ont dit, bon, c'est tout, on n'arrivera pas, on
on va tout laisser tomber. Et puis, on a déménagé, puis voilà. Quelques mois après, grossesse. Mais ça se passait comment dans votre couple? Ça se passait bien alors? C'était pas trop dur entre vous parce que si. Manu racontait justement que c'était dur entre... Si, complètement. Quand j'écoutais ce qu'il me racontait, là, dire, moi c'était des périodes d'ovulation très courtes, donc le gynécologue nous disait, faut pas rater l'ovulation, donc c'était... Comme je t'ai une fois raconté en rigolant, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Mais il arrive un moment où, puis comme il disait, t'as plus cette envie, c'est plus la même chose, quoi. Je veux dire, quelques mois après, ta maman s'est trouvée enceinte. Alors pour nous, c'était un truc extraordinaire. Quelle vie, tout d'un coup, tout change, quoi. On prévoit l'avenir et tout, et les mois se préparent de manière admirable. Et puis là, j'ai mes parents qui me disent on aimerait bien partir en vacances chez des amis qu'on a là-bas, près de Perpignan. Ça vous dirait de nous emmener là-bas? Alors nous, on avait dit oui, on fera la route en 2 jours parce qu'on ne sait jamais, Christine est enceinte et tout. C'était quand? C'était l'été, ça? C'était en juillet, juillet 77. Donc ta maman t'attendait. Puisque tu es venu au monde le 2 novembre. Et puis on est parti en vacances, et puis là-bas, super bien, on a fait la route en 2 jours, et puis là, c'est mon père qui est décédé pendant qu'on était en vacances. Alors là, catastrophe, on avait dit on fait la route en 2 jours pour que ta maman soit pas fatiguée, puis il a fallu qu'on revienne de toute urgence, et puis là, heureusement que ta maman était là, parce que je n'étais pas capable de conduire. Je n'étais pas capable de conduire toute la route de temps en temps, donc... et puis voilà. Donc tu étais jeune en fait quand ton père est mort? Mon père est mort... même pas 30 ans, c'est ça? Oui, j'avais pas 30 ans, ouais. Et lui il avait 51 ans, donc... Et puis donc c'était une bonne chose parce que toi tu étais là, donc ça m'a permis de vivre d'autres choses, quoi. Et puis après, après ce décès, il y a eu la naissance. C'est toujours dur pour toi de parler de la mort de ton père? Ah oui, complètement. Ouais. On peut faire une pause si tu veux. Non, mais 40 ans plus tard, c'est exactement. Donc après, les mois se sont passés, les mois après, on a eu une chance extraordinaire, c'est que ta mère a pris un congé parental. Comme c'était la Toussaint, j'ai ma marraine qui est revenue de la région parisienne, elle nous avait fait une choucroute comme elle avait l'habitude de faire au champagne et tout. On a bien passé une bonne journée, tellement il faisait beau, on était en t-shirt. Le soir, ta mère a dit... Ah, je suis pas bien, je sais pas si c'est la choucroute qui passe mal. Non, c'était pas la choucroute, c'était toi. On avait quand même des inquiétudes, c'était notre premier. Et à minuit, on arrive, et puis la petite sage-femme qui arrive avec son badge, et elle s'appelle Madame Jumeau. Donc déjà, ça, comme il n'y avait pas d'échographie, il n'y avait rien du tout, tu dis non, c'est pas vrai. Pourquoi pas, après tout... on a tellement attendu. Et donc, toi, t'es arrivé à 11h30 le lendemain matin, quoi. Ça te fait quoi, toi, d'avoir ton premier gamin? C'était... Déjà, l'accouchement, comment ça se passe? À l'époque, tu disais que... Tu m'avais raconté que t'avais pu être dans la salle, oui, c'est ça? Tout à fait. Tu étais un des premiers parents à l'époque, c'est ça? À avoir le droit de... Ah oui. C'est pas ce que tu m'avais raconté? Ça se faisait pas trop, en fait, à l'époque. Non, pas trop, parce que les papas... à l'époque, ils n'assistaient pas. Et là, on pouvait assister, oui, tout à fait, en 77, oui. Et puis, j'ai tenu à assister. Alors, ça faisait rire ta mère, parce que il y avait donc un siège qui était à 2 mètres d'elle. Et puis, je faisais les allers-retours. Elle dit, mais rapporte ton siège. Je dis, non, je ne veux pas les embêter, je ne veux pas là. Et puis là, c'est là qu'à l'époque, il y avait des monitorings. Et puis, tu vois... Quand tu vois les chiffres qui commencent à monter, tu dis ça y est, c'est une contraction qui arrive. Donc je me rapprochais en donnant la main. Ça a duré jusqu'à 11h30 le lendemain où tu es arrivé. Et là c'est extraordinaire, quoi. Tu vois un enfant, ils te le prennent, ils commencent à crier. Puis c'était toi, quoi.
Qu'est-ce que tu veux que je dise Je sais pas. T'as connu la même chose. Ouais. Et les choses que j'ai reconnues, quand j'ai relu après, 40 ans après, tes livres de future maman, quoi. Ouais. Futur papa, plutôt. Ouais. Non, non, pas future maman. Donc ça faisait 4 ans que... Ça faisait 4 ans que vous essayiez. Voilà, tout à fait. Donc ta mère a eu un congé, on avait pris un congé parental de 2 ans. Et pendant cette période de congé parental de 2 ans, ta maman attendait ton frère. Alors là, j'ai une anecdote qui me restera toujours gravée parce que comme j'étais dans l'entreprise chargé du personnel et tout ça, en comptabilité et tout, j'avais dit je vais me renseigner quand même, savoir pendant ce congé parental comment on fait quand il arrive un deuxième, alors que je doutais bien de ce qui allait arriver. Et je téléphone au type je ne vais pas dire l'organisme qui s'occupait des boîtes textiles. Et quand je lui raconte, je dis, vous savez, j'ai une personne chez moi là qui est en congé parental et qui attend son deuxième. Et il me répond, ah ben ceux-là, ils ne perdent pas de temps. Alors, je ne réponds pas. Je dis, oui, mais bon, d'après vous, alors il me dit, ben non, pour moi, il n'y a pas de souci, mais il dit, faudra que, on ne peut pas prolonger le congé parental. Je lui dis, écoutez, ça m'intéresse à double titre, parce que la personne qui m'a posé la question, c'est mon épouse. et puis là, je le trouve tout confus, qui me dit, ouais, mais je ne comprends pas pourquoi je vous ai dit ça. Il dit, tout compte fait, quand je pense à la différence qu'il y a entre mon frère et moi, j'ai dit des conneries, j'aurais pas dû dire ça. J'ai dit, mais non, c'est bon. La naissance de ton frère, hein, donc alors, autre chose, lui a un départ à 6h du matin, arrivé, donc on te dépêche chez les beaux-parents, en se disant, écoute, on ne sait pas combien de temps ça va durer, et puis lui, comme aujourd'hui, toujours aussi rapide, à 9h, il était là, quoi. Donc je suis retourné chez les beaux-parents et qui m'ont dit, qu'est-ce qui arrive? Je dis, Frédéric, il est né, quoi. Ah bon? Elle dit, on ne pensait pas que ça allait durer si vite, ça allait aller si vite, mais si, il n'y a pas de souci. Mais donc, tu savais toujours pas à l'époque si c'était un garçon aussi, c'est ça? Il y avait toujours pas d'écho? Ah non, toujours pas. Toujours pas. Donc toi, c'était la surprise. Donc ton frère, on n'allait pas faire le difficile, hein, en ayant attendu soit un garçon ou une fille, on était super contents. Donc là, c'était un garçon, pas de souci, on était super heureux. Vous avez réenchaîné tout de suite, c'est ça? Après, il y a eu le désir d'une fille. Là, carrément? Ah oui, carrément, ça c'était ta mère. Là. Une fois qu'il y avait eu le garçon, on attendait un petit peu. C'est qu'entre toi et ton frère, il y avait 19 mois d'écart seulement. Hein. Donc elle disait, ah oui, mais moi j'aimerais bien une fille. Ah bon je dis, on a le temps. Non, si ça met autant de temps qu'au premier. Donc, résultat, on a engagé sur la fille. Mais comment elle a fait pour décider d'avoir une fille? Parce qu'elle avait envie. Hein. Non, mais ça aurait pu être un garçon. Oui, non, mais peut-être, ça aurait été un garçon, c'était pas grave. Ah, ok, d'accord. Mais elle s'est dit, après tout, si c'est maintenant on a 2 garçons, pourquoi pas une fille? Et puis, ça aurait été un garçon, ça aurait été pareil, hein, il n'y avait aucun souci. Là, c'était plus long quand même, parce qu'ils avaient prévu une date d'accouchement pour fin octobre, alors qu'elle est venue le 16 novembre. Donc là, ils avaient dit, on fera des déclenchements, puis on avait des rendez-vous réguliers, puis c'était des reports à chaque fois. Ça a été très long, si bien qu'à un moment donné, ta mère commençait à déprimer, quoi. Et puis là, ils ont dit, on va déclencher l'accouchement. Ils l'ont déclenché à 9h le matin. Puis nous, on s'est dit, une fois qu'il déclenche, ça va aller très 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 vite. Et puis non, elle est arrivée à 17h30. Et puis voilà, donc ça fait que nous avons eu les 3 enfants. 3 enfants en 4 ans. En 4 ans et 14 jours. Oui, parce que du 2 au 16 novembre. C'est pour ça que je pensais au prédécesseur que tu avais interviewé. Là, j'ai dit, mais c'est vrai que c'est galère quand tu penses à tout. Et puis du jour au lendemain, on oublie tout.
Comment ça se passait être un jeune papa à la fin des années 70, au début des années 80? Est-ce que tu as changé les couches, etc., etc. Oui. Ou alors, oui. Est-ce que c'était déjà dans les mœurs? Parce qu'aujourd'hui, je dirais, on a quasiment, en tant que mec, on a quasiment plus le choix. C'est-à-dire que c'est limite un passage obligé. Mais tu as la sensation, toi, déjà à l'époque, que c'était le cas? Moi, j'ai changé ta première couche. Je me souviens, j'étais trop fier et je t'ai levé. Surtout que les couches, elles étaient galères. Ouais. Non, mais c'était des couches. C'était pas les Pampers. Non. Et je t'ai levé en disant j'ai réussi, puis la couche, elle est tombée. Et puis là, j'ai dit putain, je suis nul, quoi. Et c'était la vérité. Mais. T'avais envie de faire ça? Ouais. T'as envie de participer, surtout que pendant des années, tu demandais que ça. Alors, t'as envie de participer, t'as envie d'être partout. Et puis, le problème, c'est qu'à notre époque où tu es né, il y arrivait déjà, je dirais, l'âge où on était en retard sur les jeunes de notre époque. À l'époque, à 22-23 ans, tu étais déjà maman, et nous, on voyait les années passer. Alors là, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les années galères où tu dis, tu vois dans la famille les naissances qui passent. Je vois le frère de Christine, par exemple, quand ils ont annoncé une 3e naissance, et que nous, toujours rien. Après, dans ma famille à moi, pareil, toi, tu es là, puis c'était galère, quoi, parce que tu dis, qu'est-ce qu'on va faire? C'était pénible et tout. Et puis, alors après, tu demandes que ça. Et puis, t'arrives, toi, moi, je t'ai vu, j'avais 30 ans. Donc, quel côté, peut-être un côté plus mûr que certains de l'époque, parce que tu as attendu et tout ça, mais on demandait que ça. Et puis... Parce qu'en fait, tous vos copains, ils avaient déjà des enfants. Oui, nous on était un couple sans enfants, et quand on sortait... Alors après, c'était différent, c'est que il y avait des soirées où il y avait avec des enfants, et nous sans enfants. Et ça nous faisait bizarre, surtout ta mère, quoi, quand même. C'était dur pour elle? Ah oui, pour elle, c'était très, très dur. Et puis pour après... toi, moins ou Non, mais je me disais toujours, j'écoutais le gynécologue, je me disais, mais non, ça va arriver, mais t'en sais rien. Surtout quand tu fais les examens comme c'est Manu. C'est Manu, c'est ça. Manu, ouais. Donc 40 ans en arrière, tu fais les mêmes examens où tu te dis attends, comment je vais récupérer les résultats? Et un jour, je me souviens trop bien, c'est que le gynécologue nous avait dit écoutez, pour moi, vous faites les résultats, je vous envoie pas de courrier. Mais il dit s'il y a quoi que ce soit, je vous envoie un petit bon. Et on part, et apparemment on est parti un week-end à la mer, on en parlait il n'y a pas longtemps avec ta mère, on est parti un week-end à la mer, et on est revenu, et super cool, on était encore à l'appartement avant d'acheter la maison, et là on ouvre la boîte aux lettres, et courrier de la clinique du parc. Il m'a dit, s'il y a quoi que ce soit, j'envoie pas de courrier. Et là le courrier est là. Et je suis resté un quart d'heure avant d'ouvrir cette putain de lettre. Et là, quand je l'ouvre, il était marqué tout va bien, mais j'ai oublié de vous envoyer un renouvellement d'ordonnance. Et putain, je me suis dit, pendant un quart d'heure, on était là à se regarder, on dit, on n'aura jamais d'enfant. Donc, tous ces trucs, on disait, l'adoption, oui, il faudra qu'on y aille. Puis il a fallu qu'on ouvre ce courrier. On dit, non, il n'y a pas de raison. S'il dit que... pénible, quoi. Je savais pas que vous aviez pensé à l'adoption, tu vois. Si, à un moment, oui, quand tu vois les années qui passent, je dis, qu'est-ce qu'on fait? D'adoption. T'aurais eu un grand frère, une grande sœur. Grand frère adopté. Comment t'as vécu, toi, tes premières années de paternité? Alors, les premières années de paternité, pour moi, c'était, comme je t'ai dit tout à l'heure, une chance inouïe d'avoir ta mère qui a arrêté de travailler. Parce que je suis tombé dans une entreprise... qui a dépôt de bilan, reprise, où j'avais
je me suis retrouvé d'être comptable à comptable et de comptable à chef comptable dans une entreprise où on s'est retrouvé à un moment donné à 800 salariés, où je balisais quand même, où j'étais pas tranquille, parce que j'étais jeune encore, j'avais une trentaine d'années. Puis bon, ça tombait bien que j'ai dû passer des soirées, j'ai fait des horaires impossibles, mais bon, ta mère était là, elle s'est toujours occupée de tout, et puis alors moi je me disais, mais tout ça, il faut que je compense d'une autre manière. Alors après, cette autre manière, ça a été surtout pour vous les garçons, parce que vous aviez des activités qui étaient différentes de votre sœur, comme vous étiez au basket, je passais mes week-ends en disant, je vais aller au basket, je les suis au match, je les suis quand ils peuvent aller arbitrer, mais j'adorais, je kiffais, et je me souviens d'un week-end où j'avais fait 7 matchs de basket. Après, c'était avec votre sœur, c'était différent parce qu'elle faisait de la danse, donc c'est plus maman qui s'en occupait. Par contre, d'un autre côté, la semaine, je m'arrangeais, j'avais des horaires au boulot où je pouvais faire un peu ce que je voulais. C'est que vous n'aimiez pas la cantine, donc il fallait que je m'arrange. Je venais vous chercher au lycée pour que vous reveniez ici pour manger avec nous. Même si des fois on mangeait une demi-heure parce que les horaires n'étaient pas... Mais ça, je voulais absolument que quelque part je fasse quelque chose qui pouvait vous faire plaisir. C'est-à-dire, je ne mange pas à la cantine parce que papa il travaille, mais oui, papa il travaille, mais bon, d'un autre côté, le midi, il peut se réserver quelques heures. Et puis il y avait votre maman pendant tout le reste de la semaine. Il fallait bien que je m'occupe aussi, moi de mon côté, à faire quelque chose. Et j'en étais content, et ça m'est resté, surtout vos matchs de basket, et j'oublierai jamais, quoi. C'est vrai que t'en as fait des conneries, putain, t'en as parcouru des kilomètres. Ah ben, non, mais j'adorais. Et vous étiez content. Ouais, c'est vrai. Quand on prenait la voiture et qu'on allait faire le tour de Neuville pour klaxonner dans les rues pour l'équipe première, et je savais que ça vous faisait plaisir. Et... Petit aparté en voix off, ce que je n'explique pas ici en direct, c'est qu'avec mon père et mon frère, on avait monté un COP, alors avec plein de guillemets, de supporters, pour l'équipe première du club de basket de notre village, et on passait tous les samedis après-midi, pendant les phases finales, à faire le tour de la ville pour rameuter 1000 personnes dans la petite salle de basket du bled. Et moi, ça me faisait plaisir de vous voir heureux, c'est tout. Et c'était ma manière à moi de dire, je suis pas tout le temps là la semaine, mais par contre, quand vous avez envie, je suis là. Après, vous grandissez. On vient de passer au côté basket. Et après, je disais, le côté intéressant, c'est qu'on avait eu 3 enfants en 4 ans. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que sur peu de temps, vos 3 enfants, ils s'en vont. Et ça fait ouf. Tu dis, non mais c'est pas croyable. Si vite, j'ai pas vu le temps passer. Et ça y est, ils s'en vont et c'est leur match, c'est leur vie. Et puis après, le côté grands-parents. Alors ça, c'est extraordinaire. Parce que tu t'imagines pas... Attends, tu vas trop vite. Quand tes enfants s'en vont, comment ça se passe pour toi? Très dur, hein. Pourquoi? J'ai arrêté de travailler assez vite puisque la boîte a fermé. Mais au début, quand j'ai arrêté de travailler, ta maman avait repris le travail parce qu'elle avait arrêté 17 ans pour vous élever. Puis après, elle a dit... Elle a retrouvé un travail en mairie, pas des plus cool possibles, mais bon, elle travaillait. Et puis moi, je me retrouve en arrêt de travail. T'étais en pré-retraite, en fait. En pré-retraite, tout à fait, ouais. Et puis ta mère qui continue à travailler. Et là, ça a duré 1 an, 2 ans. Puis je dis, écoute, non, il faut que tu arrêtes, quoi. Non, je ne vais pas rester ici à passer l'aspirateur que je ne sais pas bien faire, à faire plein de trucs que je ne suis pas doué pour ça. Donc, c'était pas pour ça que je demandais qu'elle arrêtait, c'était pour être avec moi. Mais bon, ça a aidé, quoi. Et du coup... T'étais tout seul? Je me suis retrouvé tout seul et j'ai mis, je crois, plus de 2 ans et demi avant de m'habituer à ne plus avoir mon travail qui me plaisait bien. Parce que j'aimais bien ce que je faisais, j'aimais bien les contacts que j'avais avec les gens. Puis après, il s'est passé que j'ai repris un peu d'activité au bénévolat et tout ça, donc ça a été. Mais disons qu'il fallait que je ne pouvais pas rester à la maison seul, et puis que
ta mère, je lui dis, non, mais t'arrêtes de travailler, c'est bon, tu démissionnes, et puis c'était la retraite à deux, quoi. Puis c'était bien, puis après, alors là, les enfants qui s'en vont, qui se marient, et puis là, les petits-enfants, alors là, c'est génial, là, quoi, parce que, alors j'ai eu, disons, on a dit 4 ans et 14 jours à avoir les 3 enfants, et on a mis 4 ans à avoir 5 petits-enfants. T'as fait des calculs, putain. Ah non, mais ça je le savais. Je n'ai pas compté les jours pour les petits-enfants. Mais disons que les 5 petits-enfants, on les a eus en 4 ans. Alors là, c'était génial. Et puis, tout ce qui nous est passé dans l'attente de nos enfants, bah c'était, je dirais pas presque aussi long, mais c'était aussi stressant d'attendre nos petits-enfants. Ah ouais? Ah ouais, parce que tu dis, ça y est, il va y avoir. Et comment va la maman? Et comment va le papa? Ah ouais, mais enfin, moi, j'étais toujours stressé, donc je me demandais toujours si tout se passait bien. Et la naissance des petits, ça a été génial, quoi. Ça a été génial. Et Thibaut qui arrive en premier, Lina 7 semaines après. Après 2 ans après, t'as Nils qui arrive. 2 mois, même pas un petit 2 mois après, Kim. Et puis après, le petit Loris qui arrive en dernier. En peu de temps, en quelques années, on s'est retrouvés avec des petits. Et là, c'était génial. Comme disent beaucoup de gens de notre génération, des chicoufs. Ils disaient, oui, c'est ça. C'est beaucoup des chicoufs. Chicoufs. À chic, ils arrivent, ouf, ils s'en vont. Ah. C'était des gens de me demander. Je dis, ben non, chic, ils arrivent, en masse, ils s'en vont. Ce que tu racontes pas, c'est que Fred, il a eu du mal aussi à avoir son premier enfant. Ouais. Bon, donc mon petit frère. Ouais. Comment tu l'as vécu, toi? Parce que ça a été long aussi pour lui. T'as eu la sensation de revivre un petit peu. Bah, vous en avez parlé tous les deux, je sais même pas. Non, pas trop. Enfin, si. Enfin, j'évitais quand même d'en parler. Parce que je voulais pas qu'il souffre ce que j'avais vécu. Et que je me disais, la médecine, elle a fait des progrès. Depuis, il n'y a pas de souci. Alors, t'as beau lui dire, nous, il nous a dit, 4 ans, faut pas parler de ceci, 4 ans, faut pas parler de cela. Donc, lui, je me suis dit, ça va être mieux que nous, il n'y a pas de raison. Et puis après, quand il y a eu l'arrivée de Nils, je me suis dit, bon, c'est bon, le premier est arrivé, le deuxième va arriver derrière, et puis ça n'a pas arrêté. Lui, je crois qu'il y a eu 19 mois d'écart. Ouais. Hein? Je pense pas beaucoup. Donc, il a fait comme son père, quoi, sans façon. Non, je n'ai rien dit. Comment ça se passe? C'est quoi la différence entre élever des enfants et élever des petits-enfants pour toi? De 11 à 8, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça, oui, de 11 à 8. Alors, ça passe très, très vite. Hein, je trouve que on vous a vu évoluer tous les jours. Tandis que là, comme maintenant, quand je vois les aînés, ils passent de 8 ans à 10 ans. On dirait qu'ils ont sauté d'une génération. J'exagère, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec votre jeunesse. Là, comme maintenant, avec leur ordinateur, leur bazar et tout ça, ils évoluent à une vitesse. Puis là, maintenant, les grands, ils sont rentrés, les aînés. Bah oui, ils sont grands. Ouais. Pour nous, ils sont pas grands. C'est ça le problème. Ils sont rentrés en collège. On commence à voir des comportements tout à fait différents. Et on se dit, c'est nous qui sommes un peu arriérés. Peut-être, je crois que peut-être qu'on n'évolue pas assez vite, mais je trouve que ça va trop vite quand même. Trop vite dans quel sens? Ils grandissent trop vite. Pour moi, c'est sûr. On a fait pareil, nous aussi. Mais moins vite quand même. Ça allait plus doucement. La relation avec les parents, les grands-parents, je crois que vous n'aviez pas trop de contact avec pas beaucoup, à ton époque avec les grands-parents. Mais là, il y a des moments où on se dit déjà, on entend parler de petites copines, de petits copains. On dit non, c'est trop tôt. Et alors que, Comment tu gères les conflits, par exemple? C'est quoi la différence entre la gestion d'un conflit avec un petit enfant par rapport à la gestion d'un conflit quand on était môme?
C'est différent pour toi? Ah bah oui. Il y en a des conflits, de toute façon. Oui, oui, non, Pour mais le c'est bec aussi. différent. C'est que maintenant, on dit les conflits, c'est pour les parents. Ouais. Comme si on a par exemple un petit enfant qui est plus souvent chez nous pour des problèmes de famille et tout ça, on est plus amené à devoir de temps en temps à dire non, stop, que je ne ferai pas avec, par exemple, avec tes filles, parce que Catherine est là, toi t'es là, donc on dit c'est les parents qui gèrent les conflits. Nous de temps en temps, bon, il est possible, mais on est un peu rentré quand même, hein. C'est pas la même chose, hein. Ah ouais. Tu verras. Pas tout de suite. Non, t'as tout le temps, t'as tout le temps. C'est quoi la différence pour toi entre ta génération de père, on va dire à mon âge, quoi, tu vois, quand vous étiez jeunes parents, et ma génération? C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a des différences pour toi de comportement, de façon de faire, etc. Comment tu l'analyses, toi, avec le recul? De père, Ouais, c'est ça, ouais. c'est assez compliqué. C'est que, je veux dire que dans notre cas, nous, c'est que j'ai été père peut-être un peu plus tard que la normale Ouais. de mes amis. Mhm. Donc j'ai peut-être un peu plus de recul et plus de sagesse que des amis que je voyais de temps en temps râler, tout ça. Je me disais, bon, attends, quand tu as mis du temps à avoir des enfants, tu n'as pas envie forcément de râler dessus, te dis, bon, on va calmer les choses. Puis on a eu une chance extraordinaire, c'est qu'on a eu 3 enfants adorables. Enfin, tu dis ça. Non, ça je le dis. Ah, j'ai une amie qui m'a dit il n'y a pas longtemps, en parlant de nos petits-enfants, donc il doit avoir quelque chose, c'est que vous avez des petits-enfants anormalement sages. J'ai entendu ça, je dis bah, peut-être que c'était pareil avec nos enfants. Non, on n'a pas eu de soucis avec les 3. Donc j'avais des amis qui avaient des enfants turbulents. Donc moi, on n'a pas été affronté à ça. De temps en temps, je crois que votre mère, qui était plus souvent avec vous que moi, elle a dû... ton micro tout le temps. Ah, c'est un micro. Je pensais que j'avais... Non. Je me demandais ce que j'avais là. Non, c'est pas grave. Non, mais j'ai 70 ans, il faut que je m'excuse. Pas habitué d'avoir un micro. Non, mais je veux dire que votre maman, qui était plus souvent avec vous, elle a dû râler plus souvent que moi j'ai pu le faire. Ouais. Moi, je rentrais du boulot et des fois je disais ah, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Je me disais, mais attends, je suis pas là le père Fouettard, que eux ils vont pas comprendre. C'est comme à un enfant, tu dis, t'as fait ça il y a 1 heure, j'arrivais trop tard, c'est tout. Donc fallait pas que je rouspète. Je crois que j'étais trop cool aussi. Bah, peut-être que c'est peut-être ce qu'elle m'a pu me reprocher, c'est possible, hein, mais. T'as été très cool en fait. Moi, je t'ai rarement entendu râler sur nous, alors que effectivement, maman, elle nous courait après et tout pour. Ah bah oui, parce qu'on mais était relou avec non, mais elle. ça c'est les mamans, hein, les mamans. Moi j'ai, bah non, mais comme je te dis, si j'arrivais après coup, j'allais pas commencer à courir après vous. Non, ta mère, c'est elle qui a subi les petits soucis quand il y en avait. Moi, non, je sais pas que j'étais cool, mais. Mais comment tu l'analyses, la différence? Si tu prends mon comportement à moi par rapport à ton comportement à toi, par exemple, parce qu'en fait, au final, on a quasiment eu nos enfants au même âge. Hein. Moi, j'avais 28 et toi, t'avais 30. C'est quoi les grosses différences pour toi? Après, je suis pas en train de dire que c'est pour toute la génération. Hein. Non, Cas à mais toi, mais... compliqué. C'est-à-dire que bah, tous les deux, vous avez eu un boulot qui prenait beaucoup de temps. Ouais. Hein, que ce soit toi et Catherine, Ouais. vous avez énormément de boulot. Et toi aussi, tu bossais beaucoup. Ouais, mais tout seul. Ah oui, d'accord. Hein. Ouais. Ta mère était là pour gérer beaucoup de choses dans la semaine. Donc moi, je m'essayais de me rattraper le week-end en disant ben, je vais aller au basket, je vais aller ceci, je vais aller cela, je vais les conduire là-bas, je vais aller là-bas. Et à la cantine, je vais les conduire pour qu'ils n'arrivent pas à manger à la cantine. Mais le reste du temps, quand je rentrais le soir, des fois, vous étiez presque l'heure d'aller au lit. C'était tard, ouais. Et ta mère était là. Le matin, quand je partais, c'est ta mère qui allait vous conduire à l'école. Bon, c'était pas loin, mais C'est pas très loin. elle était toujours là, quoi, je veux dire. Donc, j'ai eu une chance extraordinaire de pouvoir, à un moment donné, où j'avais des problèmes
de boulot, de dire, je suis débarrassé d'un souci. Des contraintes logistiques. Oui, exactement. Moi, je me suis retrouvé, quand tu reprends une société et tu dis on a besoin de toi à toute heure, j'ai dit bon. Et si demain c'était maman qui travaillait, j'aurais dit non, je m'en vais, je dois aller récupérer mes enfants à la crèche ou à ceci, cela. Ça m'est pas arrivé, donc j'ai eu une chance extraordinaire de ce côté-là. C'était quoi ta place, toi, de papa par rapport à Virginie, parce que tu parles beaucoup de nous deux avec. Non, c'était dans l'ordre d'arrivée, quoi. Ouais. Puis après, alors là, le désir de la fille, là c'était. C'était un truc de maman, c'est ça? C'est-à-dire que sur le coup, j'avais dit, ça va, 19 mois, ça va, il n'y a pas d'urgence. Mais je comprenais que quand même, passer 30 ans pour le premier, il ne fallait pas trop attendre non plus. Comme elle avait fait pour Frédéric, il ne fallait pas trop attendre. Donc, et là, quand elle a dit, j'aimerais bien une fille quand même, ah bon, tout de suite, ouais. Je dis, ouais, mais tu sais pas, ça sera peut-être un garçon. Et puis là, elle a commencé à aller voir des trucs, parce qu'on n'avait pas Internet à l'époque. Et puis, alors là, elle a des régimes sans sel. Les régimes sans sel. C'est ça. Enfin, pas pour moi, hein. C'était pour elle, le régime sans sel, parce que moi j'aurais été malheureux. Donc elle faisait des régimes sans sel et tout ça. Puis à un moment donné, on est allé voir notre docteur, où elle expliquait qu'elle faisait un régime sans sel et elle avait maigri énormément. Et là, il lui a dit, ouais, mais attendez, le régime sans sel, c'est peut-être bien. Oui, c'est vrai que vous mettez plus de chances de votre côté. Mais il dit quand même, faites attention, parce que ça peut faire des distorsions, tout ça. Donc, Puis c'est une connerie au final, non, ces histoires de j'en régime sais sans rien. sel. Je ne saurais jamais. En tout cas, ça a marché pour elle. Et puis pour elle, ça a marché, puisqu'on a eu la petite fille. Avec, alors c'est juste une chance sur deux. Ton rapport aux enfants, en fait, avec le temps, ça a évolué comment par rapport à quand t'étais papa? Beaucoup plus cool. Ouais. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Je crois pas que j'étais un papa sévère. Bah non, justement, c'est Ouais. ce qu'on disait tout à l'heure. Donc je suis encore moins sévère. je suis plus cool pour pas mal de choses, ouais, ça c'est clair. Je suis hyper cool. Et là aussi, je profite de mamie qui est là. Quand il y a quelque chose à dire, c'est elle qui va le dire. Donc c'est pas la peine de le dire à deux, parce que les enfants vont dire, mon vieux, si on se fait engueuler des deux côtés. Non, mais... Tu pourrais le dire d'une façon différente. Ouais, non, mais des fois j'explique gentiment. Je dis non, faut pas dire ça. Je sais pas pourquoi. Alors que je peux très facilement me mettre en colère pour d'autres choses sur des adultes, mais pas sur pas sur les petits, non. Ils sont trop mignons. Je t'ai pas beaucoup vu pleurer, moi, quand j'étais gamin. Ah bon? Ah bah non, parce alors que je te vois beaucoup plus pleurer depuis que t'es papy. C'est parce qu'on vieillit. Hein. C'est pourquoi? Quand tu deviens vieux, j'écoutais l'autre jour, il y avait Dormesson qui est décédé, là, Jean Dormesson. Ta mère, quelques jours avant, elle regardait la télé, puis elle voyait des gars, elle disait, oh, dis donc, tu fais plus jeune, hein? Ah, tu fais plus jeune qu'eux, hein? Je dis, ouais, 70 ans, ça me fait plaisir quand t'entends ça. Et je dis, c'est quand même marrant, c'est que tu me dis ça, jamais personne ne m'a dit quand j'étais jeune que je faisais jeune. Je dis, c'est maintenant qu'on devient vieux qu'on dit, tu fais plus jeune qu'eux. Et quelques jours après, Jean Dormesson décède, et il passe un truc à la télé où il dit exactement la même chose. J'avais jamais entendu avant. Elle dit, oui, il dit, quand on vous dit que vous faites jeune, c'est que vous êtes vieux. Parce qu'il dit avant, vous ne l'avez jamais dit. Si on vous le dit maintenant, c'est que vous êtes vieux. Et là, j'ai pris non, je ne vais pas dire que j'ai pris conscience, parce que je le savais, que je devenais vieux. Mais, et là, c'est vrai qu'il y a des moments, c'est plus dur de se dire qu'on vieillit. Pourquoi tu pleures plus facilement qu'avant, alors? Je crois que c'est la sensibilité, quelque part, qui fait que tu te dis, je ne sais pas, j'ai peut-être plus autant d'années à profiter de mes enfants, de mes petits-enfants, et que tu es plus sensible, à mon avis. Alors je crois que oui, ça c'est avant, clair. Mais tu le ressentais quand même avant, mais non? Ouais, mais je crois que j'ai été très sensible à un moment donné, quand je voyais des gens partir, comme je te dis, j'ai perdu mon père très jeune. Oui. Après, t'as des amis, ils s'en vont, et
Et je ne vais pas dire que tu t'endurcis en vieillissant, mais après, ça fait peut-être l'effet inverse que tu dis, maintenant, 70, oui, bah ouais. Quand j'ai passé la dizaine, j'ai fait la gueule. Hein. Ah ben quand même, vous verrez, passer 60, ça va, 70, ça va moins bien, quoi. Moi, je me souviens que tu avais fait la gueule quand tu avais eu 40 ans. À 40, oui, tout à fait. Parce que 40, j'avais dit, oh là, c'est quel âge ça? Et après, à 50, je me suis dit, 50, tu commences à penser retraite. Alors que c'est pas votre cas maintenant, quoi. Et puis après 60, tu dis, maintenant la retraite, elle arrive, quoi. Et puis la retraite, elle est là, et puis les années passent très, très, très vite. Et c'est pour ça que je dis à tous les jeunes, profitez de vos années. Tu sais que je t'ai toujours entendu dire que tu allais mourir à 51 ans. Oui. Tu sais pourquoi? Tu te souviens de cette anecdote ou pas? Non, 49, j'allais mourir. 49, oui. 49. Oui. Non, mais j'ai un grand-père qui est décédé à 53. Mon père est décédé à 51. Et donc, comme j'étais un vieux comptable, j'ai dit 53, 51, le 49, ce sera mon tour. Eh ben non. Et puis après, arrivé, j'ai dit, ça y est, peut-être que le truc, il est cassé. C'est toi qui m'avais dit ça, hein, le moule est cassé. Bah oui, c'est ça. Ouais. La suite et puis, oui, la preuve, gare, je suis arrivé à 70. Alors que j'avais les mêmes problèmes de santé de mon père, moins graves que lui. Il est asthmatique. T'as déclenché de l'asthme super tard. À 35 ans. Ouais. À 35 ans. C'est pas normal, normalement on déclenche pas de l'asthme à 35 ans, non? Dit ça à mon docteur à l'époque. Et il m'a dit, vous êtes asthmatique, et quand j'ai tout raconté, il m'a dit, oui, vous avez hérité votre père, c'était héréditaire. Parce que ton père, il était asthmatique depuis plus jeune que ça. Il travaillait dans une entreprise textile où il respirait des saloperies. Mm-hmm. Donc, je peux dire que moi, je le voyais arriver. Des fois, sa voiture arrivait au fond du garage. Là, on voyait ses phares arriver. Et puis, pendant 5-10 minutes, il ne bougeait pas de sa voiture. J'étais gamin, j'allais le chercher. Et puis, il était en train de faire des crises d'asthme dans sa bagnole. Donc, à 45 ans, il s'est retrouvé en invalidité. Et puis, il est mort à 51. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes enfants qui vont écouter ce podcast? Parce que tu sais, j'ai toujours cette question-là. À mes enfants? Bah oui. Parce que normalement, c'est dans 10 ans, tu sais, mais là, on est grand, c'est nul. Mes enfants ou mes petits-enfants? Tes enfants. Ah, mes enfants. J'espère qu'ils ne vont pas dire, comment on dit, un vieux con. Comme dirait Jean d'Ormesson, qu'il a dit il n'y a pas longtemps, parce que j'étais un jeune con, maintenant je sais ce que c'est, parce que je suis devenu un vieux con. Non, mais j'espère que ils diront qu'ils sont fiers de leur papa et de leur maman, surtout. Hein? Et les petits-enfants, pareil, quoi. Je veux dire, s'ils ont un souvenir de leur papy-mamie, un très bon souvenir. Tu sais que moi, tu m'as aidé à un truc fou, hein, c'est qu'avec ton histoire de... Je me suis rendu compte de ça avec ton histoire de je vais mourir à 49 ans. Ouais. En fait, tu m'as aidé, depuis tout gamin, je pense, à me préparer à ta mort. Oui. Tu te rends compte ou pas? Parce qu'en fait... tu me l'as dit une fois, moi, depuis que je suis tout petit, je me dis, ok, en fait, mon père, en fait, il est mortel. Et je pense que quand je discute avec d'autres gens, tu vois, qui sont autour de moi, ils ont beaucoup de mal, justement, avec cette idée que leurs parents vont mourir un jour. Et en fait, je sais, sans doute par rapport à ta propre histoire à toi, si tu veux, je sais pas à quel point tu t'y attendais, toi, à ce que ton père meure aussi vite ou parte aussi vite. C'était sans doute... c'était dur pour toi, j'imagine, à 30 ans, quoi. C'était très tôt. Ah non, mais je m'attendais pas. J'avais pas fait la relation à l'époque avec son grand-père, son père à lui, ce que j'ai jamais connu. Et ton père, il est mort de façon assez accidentelle, en fait. Tu t'attendais pas à ce qu'il meure aussi vite ou non, était malade? Non, à 45 ans, il a arrêté de travailler. Moi, quand j'étais voir le docteur, j'ai dit, vous savez, il veut venir absolument aller à Perpignan. Ouais. Je dis, moi, j'ai les doutes. Il dit, non, vous inquiétez pas, il est bien, ça va aller. Bon, et puis, on a pris la décision de partir. On a dit, on va faire la route en 2 jours. Et alors, c'était assez marrant parce que j'avais payé l'hôtel, j'avais payé les trucs sur la route, tout ça. Et la veille de mourir, il m'a dit, je te dois de l'argent, toi. Hein. Je dis, écoute, ça va, on travaillait à 2 à l'époque. Oui, parce qu'à l'époque, on travaillait encore à 2, ouais. Et je dis, t'inquiète pas, non. Et il m'a obligé d'aller à la caisse d'épargne, à Perpignan.
à côté, à Canet-Plage, la petite succursale. Il a été rechercher de l'argent liquide pour me payer ce qu'il devait. Je dis, est-ce qu'il n'y avait pas une prémonition quelque part? Après, je me suis posé la question, tu sais, quand il est arrivé ça la nuit, ou à minuit, ma mère elle vient me chercher, elle dit, viens voir, papa il n'est pas bien. Et puis, tu vas chercher les pompiers qui sont au coin de la rue, ils arrivent, ils n'osent rien trop te dire et tout ça. Puis après, le lendemain, il faut refaire la route, puis revenir d'une traite. Alors, comme je te disais tout à l'heure, que j'étais pas trop bien non plus. Et puis, je me suis dit après, mais déjà, est-ce qu'il sentait pas quelque chose Tu te demandes, hein. Mais non, mais moi je crois que, non, il faut que. De toute façon, il faut être prêt un beau jour à se dire. Ouais, mais c'est pas facile. Non, mais. Quand je vois mon père, comment il est parti, trop jeune, c'est vrai, beaucoup trop jeune, et je vois aujourd'hui des personnes qui traînent âgées comme ça, des fois à souffrir et tout, je me suis dit, moi aussi un jour, au revoir, et puis. Non, mais. Je veux dire, je veux pas emmerder tout le monde et puis vieillir trop mal, quoi. C'est ça que. Non, alors si quelque part vous êtes prêts, c'est bien. Je ne serais pas surpris. Non, mais ça n'empêchera pas que ce soit dur, mais en tout cas, je pense que c'est. C'est pas un truc inconcevable. J'ai des gens autour de moi pour qui c'est. Ah oui, non, mais et quand ça leur arrive, alors. C'est dur. Non, parce que le ciel leur tombe sur la tête. Ah oui, non, mais c'est parce que. Moi, ça m'est peut-être arrivé trop jeune. Mais il y en a à qui c'est arrivé bien plus jeune que moi. Hein, je sais pas, la personne que tu as interviewée avant moi, elle a perdu son père très jeune. Hein. Plus tôt, ouais. Lui, c'est encore autre chose. Ouais. Je veux dire que, quelque part, tu dis, ça va, je ne vais pas me plaindre. Non, mais la chance, il est peut-être décédé très jeune, mais ses 3 garçons étaient mariés déjà. Donc... Je veux dire. Il avait fait le boulot, tu veux dire. Ouais, non mais mon père, ses 3 enfants étaient mariés. Malheureusement, il a connu quelques petits enfants, mais pas vous. Ça c'est mon grand regret. Ça c'est clair que vous n'avez pas connu. C'est sûr. Nous, on le connaît, hein, tu sais. Tu nous as filé des photos, tu nous as montré des trucs, tu nous as raconté plein d'histoires. C'est comme ça, en fait, que son souvenir perdure, quoi, tu vois. C'est clair. Merci beaucoup, papa. De rien. C'était trop bien. T'avais bien préparé tes notes. Je suis content. T'es trop fort. Un grand merci. Merci. Oh putain, il finit en pleurant et tout. Allez, viens faire un câlin. Un immense merci à vous. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu et à laisser un petit commentaire. Vous savez comment ça marche sur YouTube. Vous pouvez même activer la cloche pour recevoir des notifications, en sachant que vous retrouverez 2 épisodes par mois, les premiers et les 3e lundis de chaque mois. Et puis si le concept vous plaît, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce petit programme. N'oubliez pas, si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à m'écrire sur mon mail histoire avec un s de daron avec un s @gmail.com. Je ferai en sorte de vous répondre. Enfin, après ce petit décalage dans nos habitudes à cause des vacances de Noël, on reprend dès la semaine prochaine le rythme normal, ce qui fait que vous aurez un épisode le lundi 16 janvier, ce qui fait en fait le 3e lundi du mois de janvier. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, je vous souhaite une très belle vie.